Donc, ça me fait plaisir maintenant d'accueillir M. Denis Brouillette, avec qui j'ai le plaisir de travailler à l'Institut de cardiologie de Montréal. Denis est un gradué de l'Université Laval. Il a fait sa résidence en pharmacie d'hôpital à l'Hôtel-Dieu de Québec. Denis pratique dans plusieurs champs à l'Institut de cardiologie, dont la clinique d'insuffisance cardiaque, qui occupe le poste de coordonnateur enseignement, et il est le secrétaire du comité de pharmacologie. Il est de plus actif là, au niveau de la formation à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, et je le remercie encore d'avoir accepté de donner des cours dans mon cours cette année de cardiologie. Donc, Denis, il va nous parler des interactions médicamenteuses importantes chez les défaillants cardiaques. Il faut changer les diapos, c'est ça. Puis ça, c'est ton pointeur, c'est ça. Puis pour avancer, c'est next. Puis si tu veux revenir sur l'autre, la bouge vers l'arrière. Bonjour. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des interactions médicamenteuses chez les patients défaillants cardiaques. Je n'ai pas la prétention de connaître toutes les interactions médicamenteuses non plus. J'ai essayé de cibler les interactions qu'on voyait ou qui touchaient principalement les médicaments qu'on utilise dans des défaillances cardiaques. C'est sûr que mon but non plus, c'était pas d'arriver avec des listes de médicaments, mais j'ai essayé d'en cibler quelques-unes qui pourraient être particulièrement intéressantes, tout en essayant de réviser un peu les mécanismes des interactions médicamenteuses. En fait, on sait tous qu'il y a une morbidité importante associée avec les interactions médicamenteuses. Comme vous pouvez voir, c'est responsable de 3 à 5 des effets secondaires que l'on déclare à l'hôpital, et c'est aussi responsable d'un nombre élevé de visites, et ça, c'est bien à l'urgence, et c'est bien documenté dans la littérature. Donc ça, c'est pas vraiment discutable, l'impact des interactions médicamenteuses. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des facteurs de risque qui pourraient faire en sorte qu'on a plus d'interactions médicamenteuses chez les personnes. Chez les patients, entre autres, les patients âgés, les patients qui ont plusieurs comorbidités, les patients qui ont plusieurs médicaments et les patients insuffisants rénal et hépatiques. Donc, déjà là, on peut voir que la population d'insuffisants cardiaques va être une population qui va être particulièrement affectée par les interactions médicamenteuses. Il y a aussi des facteurs qui sont reliés aux médicaments, entre autres les médicaments avec des index thérapeutiques étroits. Donc, il y a peu de différence entre les concentrations thérapeutiques et toxiques. Et aussi, lorsqu'on utilise des médicaments qui sont inducteurs enzymatiques ou inhibiteurs enzymatiques, ces médicaments-là aussi vont causer souvent des effets secondaires chez les patients. Quand je vous parlais des médicaments à index thérapeutique étroit, en fait, vous les voyez ici, la liste. On peut voir que parmi ceux-là, on retrouve la digoxine et aussi la warfarine. Donc, c'est des médicaments qui sont quand même encore utilisés couramment, mais ces médicaments-là vont aussi être des facteurs de risque importants chez les patients. Il y a aussi une chose à ne pas oublier, c'est pas parce que dans la littérature, on voit des interactions rapportées chez les patients que c'est nécessairement identique d'un patient à l'autre. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui font varier les interactions médicamenteuses, que ce soit des facteurs qui sont liés aux patients ou des facteurs qui sont liés aux médicaments. Tout ça ensemble va venir faire comme une équation qui va résulter en l'interaction médicamenteuse chez nos patients. Donc, ce n'est pas deux patients qui ont les deux mêmes médicaments n'auront pas la même interaction médicamenteuse, quoique on est quand même capable de voir la tendance. On connaît la tendance de l'interaction, mais elle ne sera pas de la même intensité d'un patient à l'autre. Juste un point avant de commencer à parler des mécanismes des interactions médicamenteuses. Quelquefois, c'est utile, des interactions médicamenteuses, et par le passé, on les a utilisées aussi. Dans l'angine, on va combiner des médicaments qui agissent au même endroit, les bloqueurs des canaux calciques, les bêta-bloqueurs aussi. Il y a aussi en transplantation,
En transplantation, je ne peux pas revenir en arrière, mais en transplantation, on a utilisé de la cyclosporine avec du kétoconazole, entre autres, du cardizème. On l'utilise quand même relativement fréquemment encore, mais dans plusieurs pays où on n'avait pas beaucoup de budget pour les médicaments, on mettait les patients avec du kétoconazole pour économiser la cyclosporine. Et il y a des publications là-dessus aussi dans la littérature. Donc, c'est revenu. Les interactions, on peut les diviser en 3 grands groupes. En fait, les interactions physico-chimiques, les interactions pharmacocinétiques et les interactions pharmacodynamiques. Les interactions physico-chimiques, en fait, c'est les interactions qui vont arriver le plus souvent avant que le patient reçoive le médicament. Le meilleur exemple, peut-être, c'est l'amillérinone avec finalement, c'est des incompatibilités médicamenteuses. L'amillérinone avec le Lasix. Je me rappellerai toujours, à un moment donné, quand on avait commencé à utiliser l'amillérinone, il y avait eu un mix comme ça qui avait été fait, puis l'infirmier était venu me voir, puis il me disait « ça ne coule pas, la pompe sonne tout le temps », mais ça, c'en est un exemple. Donc, c'est des interactions qu'on ne parle pas souvent, mais effectivement, il peut y avoir des interactions avant que le patient reçoive ses médicaments. Les interactions pharmacocinétiques, en fait, c'est les interactions qui vont toucher le devenir du patient. Donc, ça va être au niveau de l'absorption. Ça va être des interactions qui vont toucher la distribution, le métabolisme ou l'excrétion des autres médicaments. Okay? Donc, lorsqu'on est en présence des interactions pharmacocinétiques, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir une variation au niveau de la concentration du médicament et ça va influencer la réponse que l'on va observer. À l'inverse, la pharmacodynamie, ça ne touche pas nécessairement les concentrations d'un médicament, mais ça va faire en sorte qu'on va observer un effet pharmacodynamique d'un autre médicament qui va influencer le premier. Et un des exemples, entre autres, c'est lorsqu'on a de l'hypocalémie chez un patient, ça va augmenter, causé par le furosémide, par exemple, ça pourrait augmenter la toxicité de la digoxine. Okay? C'est un exemple. Ou lorsque un patient prend du Ventolin et qu'on débute un bêta-bloqueur, ça peut arriver qu'on va diminuer l'efficacité du Ventolin à ce moment-là. Donc, c'est un exemple d'interaction pharmacodynamique. Si on parle des interactions pharmacocinétiques, c'est celles qu'on connaît beaucoup en général. En fait, j'ai essayé de regarder les interactions qu'on voyait en cardio au niveau de l'absorption. Et un qu'on retrouve à l'occasion, mais qui est quand même assez difficile à gérer, c'est... Est-ce que vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît? C'est celui-là, Ah, OK. Désolé. Bon. C'est la première fois que j'utilise une manette comme ça. Donc, comme par exemple, on a un cas assez récent qu'on a essayé d'utiliser du Questran pour un patient qui était défaillant cardiaque avancé, qui avait beaucoup de prurite. Et c'est extrêmement difficile de donner des doses de Questran assez élevées parce qu'il y a toujours une possibilité d'avoir une interaction avec la digoxine et le Lasix. Alors, on va essayer de respecter au moins 2 heures d'intervalle entre les deux, mais c'est une interaction qui agit au niveau de l'absorption. Une autre interaction qu'on voit assez souvent aussi, c'est au niveau des antiacides ou, de plus en plus chez les femmes, le calcium. En fait, ces médicaments-là, lorsqu'on les donne en même temps avec les IECA, ça va diminuer l'absorption des IECA et ça va aussi diminuer l'absorption du synthroïde. Okay? Pour le synthroïde ou même pour les IECA, ce n'est pas trop problématique quand les doses ont été titrées avec une absorption combinée, mais lorsqu'on change les heures d'administration, là, à ce moment-là, on peut influencer la réponse au traitement. Bon, les interactions que l'on connaît beaucoup et qu'on entend souvent parler, c'est les interactions qui touchent l'élimination. En fait, lorsque un médicament va diminuer l'élimination ou augmenter l'élimination d'un autre médicament, à ce moment-là, on va observer des concentrations qui vont être augmentées ou diminuées. À ce moment-là, le médicament peut devenir soit inefficace, soit toxique. Okay? Ça m'amène à vous parler du cytochrome P450. Je ne donnerai pas un cours sur le cytochrome, mais en fait, le cytochrome, c'est un système d'élimination très, très important dans notre organisme. Ce que ça fait, le cytochrome P450, c'est que ça facilite l'excrétion des médicaments.
comment ça fait ça? En fait, les cytochromes, ces protéines-là, ça contient de l'hème, donc ça contient du fer qui vont permettre d'oxyder les médicaments. Et plus un médicament est oxydé, plus il est facilement éliminable. Okay? Donc, on peut plus facilement éliminer un médicament qui devient plus polaire, si vous voulez, avec le fer. Donc, c'est ce que ça essaie de faire le cytochrome P450. Il y en a plusieurs familles et sous-familles, vous les voyez ici. En fait, on entend parler souvent du 2D6, du 3A4, du 2C19 lorsqu'on parle du Plavix. Mais sans contredit, le cytochrome le plus souvent discuté, c'est le 3A4. Mais les chiffres, ça n'a pas beaucoup d'importance en autant qu'on sache quel médicament va toucher quel cytochrome. Ça peut nous aider à identifier les médicaments, même si on ne les connaît pas, les interactions, en fait. Donc, pour le cytochrome P450, un petit lexique, il y a les médicaments qui sont des substrats. Donc, c'est les médicaments qu'on dit qui vont être métabolisés par le P450. Il y a des médicaments qui sont inducteurs. Donc, ces médicaments-là vont augmenter la synthèse des enzymes du cytochrome P450. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va augmenter l'élimination des médicaments lorsqu'on est en présence d'un inducteur. Et les inhibiteurs, c'est des médicaments qui vont inhiber le métabolisme des substrats. Donc, les interactions qu'on leur rencontre, c'est les interactions qui vont toucher les inducteurs et les inhibiteurs avec le substrat. Il y a un article qui a été publié récemment qui parlait particulièrement du cytochrome P450 avec les médicaments cardiaques. En fait, ce qu'on disait, c'est qu'en cardio, on a vraiment beaucoup de médicaments qui sont éliminés par le cytochrome P450. Le plus souvent, les médicaments, on a beaucoup de médicaments en cardio aussi qui sont inhibiteurs, donc qui vont avoir une interaction significative. Et vous les voyez ici, les médicaments qui sont le plus souvent, on connaît le Coumadin. L'amiodarone est souvent impliqué aussi dans cette catégorie-là. Le dronédarone, le Isoptin, Cardizem, plusieurs statines et fibrates, le R, sont impliqués par les cytochromes. En fait, dans l'article, on mentionnait que maintenant, on faisait plus attention à ça. Donc, les molécules qui étaient pour atteindre le marché avaient moins d'interactions médicamenteuses. On citait le dabigatran, Pixaban, Rivaroxaban, le ticagrelor. Mais j'ai mis un point d'interrogation après cet énoncé-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses qu'on découvre une fois que les médicaments ont été commercialisés parce que dans les études, souvent, les populations qui sont les populations qu'on va pas utiliser, mais qui vont être étudiées, vont souvent être épurées, ils n'auront pas beaucoup de comorbidités, on va les éliminer pour des facteurs de risque particuliers, ce qui fait que lorsqu'on essaie de généraliser l'utilisation des médicaments, on va se rendre compte qu'il y a plus d'interactions que l'on pense. Donc, même s'il y a des interactions qui ne sont pas significatives dans certaines catégories de patients, elles pourront le devenir dans d'autres lorsqu'on va l'utiliser de façon plus courante. Au niveau des médicaments, j'ai essayé d'en sortir deux plus récents qui sont effectivement touchés par le 3A4. Le premier, c'est l'épléronone, le Inspra. En fait, c'est un médicament qui est éliminé par le 3A4. On peut voir que les exemples d'inducteurs, la rifampicine, barbiturique, je ne vous ferai pas la liste. Le millepertuis, c'est un produit naturel. En fait, c'est des médicaments qui sont inducteurs, donc qui vont diminuer les concentrations d'épléronone. Et vous avez la liste habituelle des inhibiteurs. Donc, pour des médicaments, pour l'épléronone, il faut particulièrement faire attention à ces médicaments-là. Mais c'est important de... Ça, c'est les médicaments les plus couramment impliqués. C'est important au moins que ça nous flash lorsqu'on a un patient qui va prendre un médicament comme celui-là.